On va d'ailleurs rester dans le domaine médical, et là non plus, d'ailleurs il faut bien le dire, pas beaucoup de solutions. Je veux parler de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est toujours incurable, comme beaucoup d'affections neurologiques. Hélas, c'est un mal moderne qui ne cesse de gagner du terrain malgré les diverses mobilisations. Eh bien, Alzheimer continue de laisser les malades et très souvent leurs familles désemparées. C'est le cas de Denis Gagné-Meyer qui a réalisé le reportage que vous allez voir. Sa mère s'est éteinte récemment de cette maladie, des suites d'Alzheimer. Il nous en révèle la face sombre, la phase ultime, la tragédie, mais aussi la dignité malgré l'oubli. Alzheimer, la maladie oubliée, c'est un document mis en image par Grégoire Gréchois et commenté donc par Denis Gagné. C'est la première fois que je reviens ici. Ici, il y a un an, ma mère a oublié de vivre. Revenir pour essayer de comprendre cette impuissance que m'a laissée sa maladie d'Alzheimer. Je revois comme si c'était hier les couloirs, la ligne jaune qui vous dirige vers le service, le code de sécurité pour entrer, les odeurs, les bruits du silence, les cris parfois, et quelque part parmi toutes ces portes, celle de sa chambre. Je me demande aujourd'hui, alors que la douleur doucement s'estompe, ce mal si mystérieux ne serait-il pas en passe d'être oublié par tous ceux qui l'avaient placé comme une urgence nationale. Car depuis 2 ans, le temps semble s'être ralenti, mais pas la maladie. Dans ce reportage, vous n'entendrez ni ne verrez de politiques, de médecins, de spécialistes, d'experts, mais simplement des personnes qui, au quotidien, se confrontent à l'irréversible. Marie-Thérèse, cadre supérieur de santé. Sylvie, infirmière. Joseph, auteur d'une chanson sur la maladie de sa mère. Martine, fille d'un patient. Jean-Michel de France Alzheimer. Robert, bénévole. Et Maria, infirmière. Alzheimer, un mot qui fait peur, un mot qui nous renvoie tous à un parent, un ami, un proche, une relation. Bien sûr, la recherche progresse dans le dépistage, mais toujours pas de traitement. Une maladie en plusieurs étapes. Ici, à Luynes, c'est la dernière, la plus noire. Celle dont on parle peu car le sentiment d'impuissance y est encore plus fort. Ici, on vient s'éteindre. Un voyage dans les souvenirs qui se dispersent au milieu de nulle part, où la vie n'est plus la vie, comme une peinture qui s'effrite, comme un immense puzzle dont on perdrait lentement toutes les pièces. Alors pour soigner, il y a l'humain et la volonté, les seuls moyens de se battre. Notre unité elle a pour mission de prendre en charge les personnes déjà très dégradées dans le stade de la maladie. La guérison n'existe pas. Donc en fait, il faut faire le deuil de la guérison aujourd'hui, actuellement. L'évolution inéluctable, c'est l'aggravation des symptômes, malgré la stimulation, malgré la prise en charge qui est pratiquée par les différents professionnels et aussi la présence des familles. Malgré cela, l'évolution, elle est vers l'aggravatisation, vers la difficulté à se nourrir, vers donc une déchéance physique aussi qui se fait obligatoirement au terme de la maladie. En fait, notre objectif est sur le moment, dans les situations difficiles, de trouver une issue la plus favorable possible, de trouver la solution la moins pire ou la meilleure. Je pense qu'effectivement, dans cette unité, il faut vraiment venir parce qu'on veut venir. On ne peut pas demander à quelqu'un on ne peut pas l'imposer. Il faut vraiment qu'on ait cette maturité sur le volontariat. La France compte actuellement 850 000 personnes déclarées atteintes de la maladie. Notre pays comptera 1 275 000 cas dans seulement 8 ans. En 2013, on ne recensait que 8 places en centre pour 1000 patients, sans compter bien sûr les places qui sont de juteuses opérations financières de sociétés qui surfent sur le marché de la mort.
Pour les personnels de santé, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, mais des malades, avec des parcours et des souvenirs différents. Ces souvenirs qu'il faut coûte que coûte sauvegarder le plus longtemps possible, souvent des souvenirs simples, pour retarder l'échéance de l'isolement complet. Est-ce que vous sentez l'odeur? Sentez là. Ça sent le poulet. Regardez, il y a des poulets là qui sont en train de cuire. Ça donne envie. Hein. Vous sentez l'odeur du poulet? Des pommes de terre? Est-ce que ça vous donne faim? L'objectif, c'est pas de les mettre en échec. On va éviter, au stade des résidents qui sont dans l'unité, on va éviter toutes les sollicitations qui vont les mettre en échec. Ce qui fonctionne, pour ma part, ça va être le jardinage, ça va être la cuisine, ça va être les sorties extérieures. Ça fonctionne. C'est des choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, on sera amené à faire de l'Internet, on fera d'autres activités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des activités qui fonctionnent. Le chant, la danse, c'est des activités qui fonctionnent. C'est un travail vraiment à réadapter chaque jour. Et je dirais même, pas simplement chaque jour, mais même au cours de la journée, tous les moments sont différents. Et la même personne peut être très différente au lever, au moment du goûter. Les changements de comportement sont très rapides, il y a une fluctuation qui est très importante. Et chaque jour est différent, mais chaque minute est différente, chaque heure est différente. C'est un nouveau travail tous les jours, car les situations ne sont pas prévisibles. Ressentez. C'est de la menthe marocaine. Faire ajouter. Ouais, C'est agréable hein, comme odeur. Merci beaucoup. Ben, la perte de la personnalité peut entraîner la perte de la dignité. Après, je pense que la dignité, ben justement, c'est à nous soignants de permettre que cette dignité reste là et soit là, présente jusqu'au bout. Tenter de diminuer coûte que coûte la douleur morale mais aussi physique. Une fois encore, les personnels font de leur mieux en se formant parfois eux-mêmes aux soins. Et vous allez vous laisser guider par ma voix pour cette séance de sophrologie qui va vous permettre de trouver une grande détente, un bien-être. Et nous allons commencer la relaxation comme d'habitude par le visage. Vous portez votre attention sur votre front. Vous faites comme si Au début, je trouvais ces activités inutiles et ridicules face à la violence de la maladie. Puis vous relâchez vos yeux. Il me reste une cuillère. J'ai oublié la cuillère. Mais aujourd'hui, je sais qu'elles étaient essentielles pour elle. Il faut néanmoins que l'état de santé du malade le permette. Voilà, vous avez raison. Voilà, tout à fait. Ouais, salam. Alors, je viendrai le ranger tout à l'heure. D'accord? Merci beaucoup. La famille, elle aussi, dans cette phase ultime, a du mal à trouver des réponses à ces questions. Avec en plus le sentiment de culpabilité d'abandonner son proche à l'oubli. Là aussi, on fait comme on peut. Des associations comme France Alzheimer aident les accompagnants, même quand le maintien à domicile n'est plus possible. Et la dégradation était lente, parce qu'au départ, et que lorsqu'on lui disait quelque chose, elle s'énervait. Et après, après, vers la fin, lorsque j'allais la voir, elle levait les yeux, fermait les yeux, regardait, puis savait pas. Un jour, elle m'a appelé monsieur. Ça, je pense que ça arrive à tout le monde. On sait pas. Le plus gros problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens qui. Et je pense qu'il y a une souffrance qu'ils ne montrent pas. Parce que quand on leur dit quelque chose, puis elle regarde, hébétée, on a l'impression qu'elle n'imprime pas ce qu'on dit. Alors qu'elle doit entendre au début, je ne sais pas. Il y a des aidants qui peuvent assurer cette fin de vie en étant proches et en acceptant que la personne aimée, malade, parte à la maison, s'en aille définitivement en sa présence.
D'autres ne le peuvent pas, et à ce moment-là, c'est souvent dans les dernières années qu'un placement en établissement spécialisé se trouve nécessaire. Et actuellement, il y a dans chaque EHPAD un service particulier qui permet d'accueillir les personnes malades d'Alzheimer. La culpabilité, certainement. La culpabilité certainement de ne pas avoir dit, enfin, en ce qui me concerne, certaines choses à ma mère que j'aurais certainement dû lui dire, qui m'ont agacé profondément, mais que je regrette maintenant qu'elle est partie. Et ce que je dis, je n'ai pas eu le temps de lui dire simplement que je l'aimais. Et je pense qu'il y a une culpabilité, parce que lorsqu'on dit les choses aux gens une fois qu'ils ont Alzheimer, est-ce qu'ils le perçoivent? J'ai essayé de me rattraper sur beaucoup de choses, sur beaucoup de problèmes comme beaucoup d'enfants, par rapport à leur maman. Et je pense que j'ai un grand sentiment de culpabilité de ne pas justement lui avoir dit ce que j'aurais aimé lui dire avant qu'elle s'en aille. C'est mon grand regret. C'est sans doute la raison pour laquelle Joseph a fait une chanson en hommage à sa mère. Dans les vertiges de ces silences, du désespoir de ces absences, je sens ces sanglots intérieurs de ne plus pouvoir ouvrir son cœur. Elle n'a plus la notion du temps, ses souvenirs n'ont plus d'instant. Le plan Alzheimer 2008-2012 a donné beaucoup d'espoir, c'est vrai. Et depuis, les budgets ont été reconduits. Mais aujourd'hui, malades, familles et personnel de santé attendent que l'on vote le plan prise en charge de la dépendance. Que l'on vote de nouveaux budgets pour la recherche, des budgets pour former, des aides pour créer de nouveaux centres plus adaptés. Mais Alzheimer est une maladie dans un pays en crise financière, avec une sécurité sociale engloutie par un déficit abyssal, et qui considère que cette maladie dégénératrice du cerveau n'est qu'une logique de vieillissement, comme la sénilité d'antan. Dans les couloirs, j'ai rencontré ce couple, victime, lui, du désert médical. On est loin, trop loin, et parce qu'on ne peut pas le voir souvent. Moi, j'aimerais mieux le voir plus souvent. Là, on monte quand on a le travail qui nous permet de monter. Il n'y avait pas de centre près de chez vous? Non. C'est-à-dire qu'il devait peut-être y en avoir, mais c'est mon frère qui s'en est occupé avec l'assistance sociale, et ils l'ont placé ici, parce que moi j'aurais bien aimé qu'il soit vers chez nous. Mais, et chez vous, c'est vers où? C'est à 450 km d'ici, c'est vers Mâcon. Le sentiment que plus rien ne bouge vraiment, un sentiment d'oubli, d'abandon. Et même que cette maladie grandissante n'est désormais plus une priorité pour ceux qui la voulaient, souvenez-vous, grande cause nationale. Certes, il y a eu des progrès, mais petits effets. Il faut orienter la politique en général vers les meilleures réponses à apporter à ces situations qui vont devenir de plus en plus lourdes, de plus en plus importantes. Pour nous, association de famille, nous remarquons que un certain désengagement, mot peut-être un petit peu fort, mais effectivement une reculade, si l'on veut, sur l'axe gouvernemental, sur la thématique Alzheimer, au profit peut-être d'autres pathologies, ce qui ne nous gênerait pas forcément, mais on ne veut pas
que nos familles soient oubliées dans ce plan. Et on le voit très bien que les structures ou les compétences professionnelles ne suffisent pas aujourd'hui à prendre en charge les patients atteints par cette maladie, c'est certain. C'est certain. Aujourd'hui, si la sécurité sociale admet le mot maladie d'ordre neurologique et autres, ça veut dire que tout le circuit de vie du malade devra être à la charge de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, la maison de retraite, les frais associés à la prise en charge du malade sont à la charge du malade. Donc les mensualités moyennes entre 2 500 € et 3 000 € aujourd'hui sont à la charge de la famille et non à la charge de l'État, sécurité sociale ou autre établissement. Oui, sans doute difficile une maladie dans un état de crise, mais l'état de crise, on ne peut pas faire abstraction de la maladie. Il va falloir quand même faire avec. Combien sont-ils vraiment, malades, familles et soignants, à vivre ce même désarroi? Combien seront-ils à voir leurs proches s'éloigner doucement dans une société qui n'a de cesse de vouloir allonger l'espérance de vie? La maladie a été identifiée en 1906 par Alois Alzheimer. En partant, c'est Maria qui me donnera à nouveau l'envie de me battre contre ces souvenirs qui s'envolent, contre le silence. On arrive à faire des choses avec eux où on pensait, on n'y pensait pas. C'est ça votre bonheur tous les Oui, jours. tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est rassurant, on sait qu'on sert à... on sert, oui, effectivement, on leur apporte quelque chose. Non, vraiment. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. I'm different. I'm driving on the right side and stopping at the stop signs, and there's you beside me, baby. Un nouveau cas d'Alzheimer diagnostiqué toutes les 3 minutes et parmi eux votre mère, donc Denis Gannet-Meyer. Pourquoi avoir voulu raconter cette fin de vie, avoir voulu témoigner justement sur cette maladie qui a condamné votre maman? Tout simplement parce qu'il y a vraiment une absence de considération de cette maladie. Aujourd'hui, les chiffres sont là, ils sont dans le reportage, ils sont là, ils sont assez effrayants quand même. Et il y a une difficulté de comprendre que c'est une maladie extrêmement dure pour les patients, pour les soignants qui ne sont pas suffisamment formés, et puis pour les accompagnants, pour les familles. C'est une maladie qui laisse perplexe souvent, et impuissant. C'est plus dur justement de perdre un proche d'une maladie comme celle-là, une maladie longue comme Alzheimer, qu'une maladie plus brève ou plus précoce? Oui, parce qu'il y a cette rupture avec... la personne que l'on aime est morte avant sa date officielle. C'est-à-dire qu'il n'y a elle n'a plus de vie sociale, elle n'a plus de vie affective, elle ne vous reconnaît plus, elle n'est plus avec vous. Et pourtant, elle est là, elle est présente. Et là, c'est là où il y a cette frustration énorme et ce désir énorme d'aller encore lui dire, de la faire vivre, de faire partager des choses. Et ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est terrible. C'est ce que dit Joseph, d'ailleurs, dans le reportage, ce regret de ne pas avoir pu lui dire je t'aime une dernière fois, de ne pas avoir peut-être pu communiquer avec elle. Vous l'avez ressenti également? Oui, bien sûr, parce qu'on a tellement de choses à dire quand on voit quelqu'un qui s'en va comme ça, dans cette douleur. Et puis on est là, on se dit non, je vais pas y arriver, c'est pas possible, elle ne m'entend pas. Alors là-dessus, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, on ne sait pas quelle douleur d'ailleurs ils ont véritablement. On sait qu'il y a des douleurs très fortes, mais on ne sait pas encore s'ils perçoivent un certain nombre de choses dans la reconnaissance, dans le son, mais apparemment non, malheureusement. Denis, est-ce que ça vous a changé, vous, personnellement, dans votre regard sur la vie, sur la mort, sur la fragilité de l'existence? Est-ce que vous êtes différent aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que c'est comme si on regardait à la loupe quelqu'un s'en aller. Et on a une espèce une prise de conscience que oui, ça peut être très fragile et ça peut être très très long de partir et qu'il faut se battre médicalement aussi pour ce type de maladie. Alors justement, quelle est
la priorité qu'on pourrait lui donner? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est du traitement? Ou est-ce que c'est de l'accompagnement des familles et des malades? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ces derniers mois avec votre maman? Oh, c'est le traitement. C'est clair, c'est le traitement antidouleur. Mais quel traitement pour quelle personne, hein? Je le dis il y a un moment parce que chaque cas d'Alzheimer est un cas unique pratiquement. Mais il devrait y avoir, on devrait trouver des traitements, déjà pour ralentir les effets de la maladie. Une maladie d'Alzheimer, ça dure entre 8 et 10 ans. Donc on devrait pouvoir réduire les effets. D'abord le traitement, je crois. Est-ce que vous diriez dans l'accompagnement qu'a eu votre maman et puis des autres patients hein, de cet hôpital de Luynes qu'ils ont eu une fin humiliante, indigne, ou au contraire qu'ils ont été bien accompagnés? Ils ont été très bien accompagnés, mais cette vie-là n'est pas la vie. C'est une autre forme de vie. C'est pour ça que c'est très très dur pour eux. Et c'est pour ça qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes vis-à-vis de ces patients et qu'ils ont plein d'espoir vis-à-vis d'eux, que c'est des petites victoires quotidiennes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans cet EHPAD ils veulent un potager parce que beaucoup de souvenirs reviennent par l'odorat et par les fruits, les fleurs. Et donc ils sont très sensibles à ça. Ils ont besoin d'aide? Oui, ils ont besoin d'aide, de bénévoles pour aller faire ce potager. Hein? Très bien. Ben, écoutez, avis aux bonnes volontés. Absolument. Merci beaucoup, Denis Gannemeyer, pour votre témoignage.